Salut à toutes et tous, il est 18h à Paris, 19h à Beyrouth, 20h à Bagdad, il est déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel et il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonsoir et bienvenue, salut Nassoum, salut Ishtar, salut Kyle, salut Shinkel, salut Taurine, salut Archange, salut Rudolf aussi qui vient d'arriver, salut Rudolf. Ce soir on va parler de la gauche, on va parler de la NUP, on va parler de l'alliance qui explose, des élections européennes qui approchent et la guerre entre le Hamas et Israël qui a replongé la gauche française dans une crise profonde. Le Parti socialiste a voté hier pour un moratoire sur sa participation aux travaux de la NUP, après le refus de Jean-Luc Mélenchon de qualifier le Hamas de terroriste. L'alliance sacrée de la NUP se déchire sur le champ des valeurs et chacun s'accuse de rompre un équilibre fragile. Est-ce qu'un point de non-retour a été franchi? Est-ce que les histoires d'amour finissent forcément mal? Comment maintenir l'union dans la désunion? Qu'est-ce qui fait le dénominateur commun de la gauche? Et puis surtout les jeunes dans tout ça, parce qu'ils ont leur mot à dire, les jeunes. Et d'ailleurs, ils s'en sont pas privés. Début octobre, les organisations de jeunesse de la NUP ont présenté leur programme commun de l'Union pour les européennes, avec en creux l'idée qu'il n'y a rien pour justifier des listes séparées le 9 juin prochain. Et même, ils montrent les dents et menacent d'une liste de jeunes pour faire pression. Et depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. On a une heure pour parler de tout ça et on va en parler avec les principaux intéressés, puisqu'on a ce soir 4 représentants de formation de la jeunesse de la gauche sur le plateau. Le studio est rempli. Alors je vous présente Anna Bikouloulou, secrétaire nationale des jeunes écologistes. Salut Anna, micro. Bonsoir. À ta droite, Mathilde Herriot, co-coordinatrice nationale des jeunes générations. Salut. Bonjour. Pardon, excuse-moi derrière. Louis Laridon, porte-parole des jeunes socialistes. Salut. Et Mathilde Herriot, et Emma Fourreau, pardon. Salut Emma, pardon. Salut. Emma Fourreau, co-animatrice des jeunes insoumis et insoumises. Et on a aussi à ma gauche, pour mettre tout ça en perspective, Benjamin Morel, politologue, maître de conférences en droit public à Paris 2, Panthéon-Assas. Bonsoir. Salut à tous les 5 et pardon pour la petite heure de... Mais vous êtes très nombreux aussi ce soir. Et bienvenue donc. Cette NUP, elle est née en juin 2022 pour les élections législatives. Elle n'existait finalement plus qu'à l'Assemblée. Communistes, écologistes, socialistes ont tour à tour pris leur distance avec Jean-Luc Mélenchon, mais vous allez peut-être me dire que non. Est-ce que l'alliance de la NUP est enterrée, chers amis? Le premier qui veut ou la première qui veut? Non, pas tous en même temps. D'habitude, vous êtes très causants. Déjà, je pense que la NUPES n'existait pas que à l'Assemblée. On en est la preuve, parce qu'on a quand même su travailler ensemble pendant de nombreux mois. Alors certes, sur tout le travail programmatique pour les européennes, mais même avant ça aussi, on avait déjà fait une manifestation commune en janvier, c'était quoi, le 21 janvier il me semble. Donc quand il faut travailler ensemble, on sait travailler ensemble. Moi, je n'enterrerai pas la NUPES. Je pense que ce qu'on vit en ce moment est en fait quelque chose d'assez normal. Une recomposition de la NUPES. C'est pas... Je pense que c'est pas du jour au lendemain. Comment dire? Je pense que le travail qu'on a fait pour les législatives était un travail qui a, d'une certaine mesure, été fait un peu dans l'urgence et que ça se ressentait. Qu'on a su mettre tout un tas de valeurs communes sur le papier, mais il y a aussi quand même tout un tas de choses sur lesquelles on ne s'est pas prononcé, où on a dit bon bah là on n'est pas d'accord donc on le met sur le côté, et que finalement ce qui se passe aujourd'hui c'est la suite de ça. C'est parce qu'on n'a pas su directement mettre à plat mais aussi parce qu'on n'en avait pas le temps, mais qu'on n'a pas su tout mettre à plat, qu'aujourd'hui, le besoin se fait ressentir. Et donc, pour moi, là, ce qu'il faut faire, c'est pas dire, on arrête tout. Par contre, c'est quand même d'acter qu'il y a une nécessité d'approfondir certains points. C'est normal qu'on n'ait pas forcément les mêmes idées, c'est pour ça qu'on n'est pas dans les mêmes partis. Par contre, il faut qu'on crée des cadres pour pouvoir en discuter. Et c'est ça qui, jusque-là, nous manquait cruellement. Et donc, nous, c'est ce qu'on voudrait voir, c'est une sorte d'agora ou quelque chose, en tout cas, où on puisse dire là on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Là c'est quoi opposition? Comment est-ce qu'on trouve peut-être un point central pour essayer de nous retrouver? C'est comment on gère aussi nos crispations, comment on gère quand on n'est pas content, pour pas le faire sur Twitter. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place, quoi. Bon, il y a Nassoum qui nous dit déjà les médias ont un rôle de souffler sur les braises, qu'importe d'où elles viennent. J'ai pas l'impression qu'on souffle ce soir sur les braises, enfin, pas pour l'instant. Je suis d'accord avec le commentaire, mais en nuançant, en disant peut-être certains médias dominants. Moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec l'analyse. France Info est un grand média quand même. C'est vrai, mais je pense à CNews notamment, pour ne pas les nommer, même si je viens de le faire à l'instant. Mais je ne suis pas spécialement d'accord avec cette analyse. Pour moi, c'est vrai que la NUPES, les autres composantes de la NUPES sautent sur l'occasion. Pour moi, c'est plutôt un prétexte, là, parce qu'on sait très bien que on discute sur toile de fond du conflit à Gaza et en Israël. Il n'y a pas de point de rupture. C'est un récit médiatique, à la fois que les médias essayent d'imposer. Tu représentes les insoumis, Emma.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis d'accord avec l'insoumis du chat. Il y a une petite cohérence avec ce que je raconte. Mais je pense en tout cas que c'est un faux point de rupture et que c'est instrumentalisé parce que depuis le début, peut-être que certains partis au sein de la NUPES sont assez mal à l'aise avec le fait que finalement c'est la ligne de la gauche radicale qui l'a emporté à 2 occasions, les présidentielles en 2017 et en 2022. Ça n'a échappé à personne que Mélenchon a fait 20% et plus en 2022 et sur une ligne radicale de rupture avec le système actuel capitaliste. Et c'était sur cette ligne-là qu'on s'était accordé pour les législatives, qui n'était pas qu'un accord électoral, mais qui était un accord programmatique. Et là, on voit certaines personnes essayer de rétro-pédaler là-dessus et d'essayer de prendre l'ascendant sur cette NUPES en dénonçant une méthode Mélenchon, mais qui n'existe pas, puisque les Insoumis sont en harmonie sur les positions de Mélenchon, qui n'a eu aucun comportement outrancier sur la période. Et donc pour moi, c'est plutôt un prétexte pour essayer de rabattre les cartes. Et finalement, c'est une instrumentalisation qui n'est pas belle, puisqu'on parle d'un sujet très grave au niveau international. Et donc pour moi, en faire de la politique politicienne, c'est pas très noble. Je vois que tes collègues socialistes et de jeune génération ne sont pas tout à fait convaincus. Je vois des crispations amusées. Non, c'est vrai, mais c'est normal qu'on soit pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est chacun dans nos partis. Je pense que c'est aussi ça le principal. Moi, là j'ai une vraie divergence d'analyse et c'est celle qu'on partage avec les socialistes. C'est de dire qu'en fait, le problème, c'est pas le programme au fond. Puisqu'en fait, le programme de la NUPES, il n'est pas radicalement différent du programme qu'aurait pu proposer n'importe quel socialiste moyen à une élection présidentielle. En réalité, augmenter le SMIC, Anne Hidalgo le proposait, c'est pas pour autant qu'elle a fait 22% à l'élection présidentielle. L'image de Jean-Luc Mélenchon en 2022, le vote utile, toute la dynamique qu'il a proposée, qui a fait qu'il a grandi électoralement et que c'est lui qui a été effectivement le vote à gauche, et c'est ce qui a fait que derrière, aux législatives, on a convenu tous ensemble de construire ce programme commun. Mais le programme qu'on a signé, en fait, je pense qu'il va à tout le monde. C'est pas particulièrement de la gauche radicale pour moi. D'ailleurs, la gauche, l'extrême gauche qualifie ce programme d'ailleurs tout à fait classique et tout à fait de gauche. Nous, c'est pas ce qu'on dit. Nous, on est content de ce programme, on est prêt à le défendre. Ce qu'on dit, c'est que, et là, c'est l'acceptation, c'est que ces 18 derniers mois nous ont amenés à devoir nous interroger sur la méthode qui conduit l'union de la gauche. Parce qu'en fait, ça fait 18 mois qu'on fonctionne, on est sur la NUPES. On se rend compte aujourd'hui, et c'est normal, comme on dit que la NUPES, la gauche, c'est comme une famille, et faut peut-être faire une réunion de famille et dire ensemble, ok, là, ça va pas, peut-être que tonton, il faut que tu parles moins fort, peut-être que tata, on peut discuter autrement, entre cousins, qu'est-ce qu'on peut faire pour la fête de Noël cette année? Non, voilà, il est temps de faire une réunion, de se convoquer, de voir comment on fonctionne demain ensemble. Et c'est ça que disent les socialistes, c'est ça la proposition de moratoire qui a été proposée par Olivier Faure. C'est de dire qu'effectivement, dans un climat de politique internationale terrible, on parle de milliers de morts, d'un attentat terroriste d'abord, et ensuite d'une répression qui ne répond pas au droit international et au droit de la guerre. Donc on parle d'une situation catastrophique internationale, et des positions à gauche ont été complètement invisibilisées. On a une droite radicale, une extrême droite qui prend la parole et qui paraît crédible aux yeux des Français, alors que c'est la gauche, la voie de la raison, le camp des Lumières, le camp de la paix, et elle paraît complètement invisible parce que des prises de position, des débats sur Twitter gangrènent complètement notre manière de fonctionner. Moi, ça a été dit un peu, je pense qu'il faut qu'on arrête de tweeter un peu, et c'est d'ailleurs, je pense, les choses qu'il faut qu'on se dise, et à l'occasion de ce moratoire, que peut-être des réunions entre nous, plus d'échanges et un peu moins de tweets, ça permettrait aussi à la gauche d'aller mieux, parce que si on veut gagner en 2027, le vrai danger, finalement, c'est pas les socialistes ou les communistes qui se retireraient de la NUPES. Le vrai danger, c'est qu'on soit capable d'aller au second tour, mais qu'on soit incapable de le gagner. Et voilà ce que disent les socialistes, c'est qu'il nous faut plus d'union, mieux d'union. Mathilde Herriot. Oui, Mathilde Herriot, Génération. Louis parle de famille, je crois que c'est Manon Aubry qui parle aussi de mariage en parlant de la NUPES. Et effectivement, dans toutes les familles, effectivement, il y a des disputes. Dans n'importe quel mariage, il y a des moments où ça va moins bien. Là, on est dans une passade où ça va moins bien. Maintenant, effectivement, il faut qu'on continue à garder ce cadre d'échange parce que voilà, la situation nationale et internationale nous oblige aussi à être à la hauteur et à être responsable. Et effectivement, la NUPES existe et prend tout son sens à l'Assemblée nationale, où depuis un an, on a des députés qui travaillent ensemble, qui portent des combats communs. On a aussi localement des choses qui se créent. Enfin, moi, je viens d'une ville où on n'aurait jamais eu de députés de gauche si nous n'avions pas eu cet accord de la NUPES et si nous n'avions pas fait l'union. Cette ville qui est Asnières-sur-Seine, avec Francesca Peschini qui fait un formidable travail, mais effectivement, elle ne serait pas élue aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que ses collègues, s'il avait été un camarade insoumis, n'auraient pas non plus gagné cette élection. Donc, il faut que ça fonctionne localement. Il faut qu'on continue
continuer à le poursuivre. Ça fonctionne entre nous, les jeunes, parce que voilà, on en reparlera peut-être, mais avec nos 166 propositions, avec notre programme, on a aussi fait bouger les choses et on a montré que les jeunes, on était capables, on était conscients des urgences et on était capables de travailler ensemble. Et je rejoins ce que disait Louis tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on voit les sondages avec une extrême droite, avec Jordan Bardella à 28%, Marion Maréchal Le Pen à 6%, on est sur un vrai bloc d'extrême droite. Et aujourd'hui, ça devrait et ça doit être notre priorité, qui montre que voilà, l'union de la gauche, on en a aujourd'hui besoin si on veut avoir une vraie alternative à la politique d'Emmanuel Macron et à l'extrême droite qui monte en France. Avant de passer la parole à Benjamin Morel, je fais une petite pause de chat parce que ça suscite plein de réactions. Vous avez le droit de tout dire dans le chat, donc c'est dans le champ démocratique et dans la limite de la courtoisie, mais pour l'instant ça va, vous êtes super cool, tant mieux. On a quoi ? On a Alexis qui nous dit pourquoi Mélenchon tape-t-il sur ses partenaires ? Il nous faut l'union. Vilou qui dit la gauche sociodémocrate hollandienne bourgeoise, quoi. Bon, je n'ai pas obligé de commenter tout. On a Vernef qui dit pourtant on a 2 journées. Pas bourgeois, je vous rassure. On a eu 2 journées amphi aux universités Libé-Sorbonne il y a quelques mois où tout le monde s'accordait pour la RZ. Freedom qui dit j'ai été outré de la façon dont Bourdin se comportait avec une insoumise en interview. Ah oui, Bourdin. Et on a Shinkal qui dit dites-le que c'est Mélenchon au problème. Bon voilà, ça tourne pas mal autour de la France insoumise qui est peut-être plus clivante dans le chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a Volka Schulz qui dit les idées de gauche n'exploseront pas. Par contre, libre à ceux qui ne sont pas contents de partir. Coucou Roussel. Benjamin Morel, ton avis sur la question ? Ça dépend ce que... Et Junon qui dit le présentateur c'est moi. Salut Junon. S'attendait-il à de la boxe ? Mais c'est pas de la boxe. Là, je me semble que nous sommes dans un salon très courtois. Mais c'est que le début. Et c'est que le début. Benjamin. Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la NUP ? La NUP, c'est, à mon sens, 3 choses. La première chose, c'est un accord électoral. Ce qu'on appelle en sens politique un cartel électoral, ce qui n'est pas du tout méprisant, mais ce qui en fait permet, avec le mode de scrutin qui est le nôtre, à peu près un même nombre d'électeurs. Si vous regardez les résultats de la gauche, des partis de gauche en 2017 et en 2022, c'est à peu près kiff-kiff du point de vue du nombre d'électeurs. Un peu plus, un peu moins en 2022, ça dépend comment est-ce qu'on comprend les divers gauches, mais malgré tout, malgré ce score qui est à peu près équivalent, vous avez 3-4 fois plus de députés. C'est une fatalité du mode de scrutin. Donc la NUP, comme accord électoral, a permis à la gauche d'avoir des groupes, a permis à la gauche d'exister à l'Assemblée. C'est un accord très rapide par ailleurs. C'est un accord très très rapide parce que c'est un accord nécessaire si avec le mode de scrutin vous voulez l'emporter. La question c'est est-ce que cet accord peut survivre actuellement ? Parce que jusqu'à présent Emmanuel Macron n'avait pas intérêt à dissoudre. Parce que la dissolution, les plaques tectoniques électorales n'ayant pas réellement bougé, n'aurait pas mené à fondamentalement quelque chose de différent. Si la gauche part en ordre dispersé, les circos de gauche qui pour l'instant sont des fiefs deviennent potentiellement des sièges éjectables. Et donc ce faisant, là, il y a une question sur la perpétuation de l'accord électoral. Premier élément. Deuxième élément, ça a été dit, c'est un intergroupe. C'est-à-dire une réunion dans laquelle les députés de gauche tentent de porter un certain nombre de combats communs. Dans une période où le Parlement est très divisé, où il n'y a pas de majorité absolue, ce type de structure peut être utile pour faire avancer des dossiers et donc potentiellement gagner sur des amendements, des propositions de loi. C'est ça qui est congelé pour aujourd'hui. Et ensuite, dernier point, c'est une perspective d'avenir. Et là, l'accord s'est fait très largement aux conditions de la France insoumise. Ces conditions de la France insoumise, on peut l'entendre évidemment parce que Jean-Luc Mélenchon écrase entre guillemets ses partenaires aux dernières présidentielles d'un point de vue électoral et donc évidemment la France insoumise est la force qui tracte l'alliance. Aujourd'hui, pour les partenaires de la France insoumise, l'idée qu'il pourrait être possible, au-delà des questions de communication politique évidemment, mais qu'il pourrait être possible de remettre en place des blocs électoraux qui seraient plus favorables aux Verts, aux socialistes, etc., c'est quelque chose qui peut être vu comme relativement rationnel parce que ce qui se joue derrière, évidemment, c'est 2027. Comment arriver à tenir un accord électoral tout en partant dispersé à des élections suivantes, c'est pas vraiment évident. Et en même temps, si vous voulez rééquilibrer en interne ce bloc, il faut être capable de se compter aux élections intermédiaires. Et là, à court terme, il n'y en a qu'une. C'est les élections européennes. Les élections locales arrivent très très tard ensuite, juste avant les présidentielles. Et donc ces points de tension, ça passe par de la communication, ça passe par comment est-ce qu'on tweete ou comment est-ce qu'on ne tweete pas. Et ça passe évidemment par une mise en exergue des points de fond. Vous partagez l'analyse de Benjamin Morel ? Vous n'êtes pas obligé, l'expert est neutre, mais il peut se tromper.
on partage, enfin je partage en tout cas l'analyse, mais je suis en désaccord avec elle et c'est pour Et ça Mafouro, que les Insoumis. oui, c'est pour ça que les jeunes, enfin pas avec l'analyse, mais le fait que justement les élections intermédiaires sont faites pour se compter, c'est effectivement la logique que reprennent visiblement certains partis de la NUPES, là où les jeunes voulaient justement transcender cette logique-là au nom de la lutte contre l'extrême droite, au nom du fait qu'on pense qu'on peut gagner si on part unis à ces élections et que finalement se dire j'ai fait un siège de plus que toi, c'est de la politique politicienne qu'on rejette et c'est pour ça qu'on avait initié tout ce processus à partir de l'appel d'Alfortville et donc c'est effectivement le cas, mais nous on lutte contre ces dynamiques qui avilissent la politique. Dans le chat, ça anticipe sur une question que je voulais vous poser en fait bien après, mais on peut y aller tout de suite, et que je ne retrouve plus. Pardon. Oui, pardon, c'est Max qui dit finalement les orgas jeunes ne devraient-elles pas faire scission de leur parti d'origine et poursuivre la NUP ensemble. Le problème de tout ça, on le voit, c'est les mâles du siècle dernier qui ne laissent pas la possibilité de faire mieux, comme dirait l'autre. Est-ce qu'il est temps de faire sécession au risque après de faire une division aussi peut-être générationnelle? Je pose la question. Il y a eu une tentation quand même à un moment. Vous savez, le Parti socialiste, c'est plus de 120 ans d'histoire. C'est un ancrage historique, c'est une construction, c'est des figures historiques, c'est un héritage, c'est une constance. C'est un héritage qu'on peut juger discutable, des choses qu'on peut qualifier, mais Jean Jaurès a lui-même dit qu'il faut avoir aucun regret pour le passé et aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est ça le Parti socialiste. Donc non, pour nous, aucune scission n'est envisageable de notre parti, de notre famille politique. Nous sommes socialistes. Moi, j'ai adhéré au Parti socialiste en 2016. Donc si je voulais partir, je pense que j'ai eu quelques occasions, quelques élections un peu compliquées où j'aurais pu me dire peut-être il faut aller ailleurs. C'est des doutes. C'est normal, quand on est militant, on doute. Quand on est militant, on hésite. Mais non, s'inscrire dans une histoire politique qui nous dépasse, c'est accepter qu'on est les petits maillons d'une très grande chaîne. Donc non, la scission, non. Par contre, moi, je rejoins Emma Fouro. On avait travaillé tous ensemble à ce programme commun, à cette possibilité de démontrer à nos aînés que oui, un programme commun était possible pour les Européennes. On a fait ce travail ensemble, collectivement, de leur montrer que fermer la porte à l'Union sans même l'avoir envisagé, c'était une erreur et une faute politique. C'est ce que nous avons porté tous ensemble collectivement. Mais non, la scission, pour nous, en tout cas, c'est pas possible. Je pense que demain, il faut construire une nouvelle gauche. Ça a été très bien dit. Moi, je partage l'analyse. Il y a un besoin de voir comment est-ce qu'on travaille à une coalition, à une union, à une NUPES capable de gagner en 2027. Et on pense, nous socialistes, que là, si on continue comme ça, on va droit dans le mur pour l'élection en 2027. Mais non, il ne s'agit pas de scission, il s'agit de plus d'union, de garder nos spécificités, nos différences, nos forces, nos nuances. La gauche, c'est le camp des Lumières, c'est le camp des débats, c'est le camp de la nuance. Et si on n'est pas capable d'être 4 partis, d'avoir 4 courants de pensée qui structurent, ou 5 ou 6 ou 7 courants de pensée qui structurent la gauche, bah, c'est que nous ne sommes plus la gauche, nous sommes devenus la pensée unique. Et c'est pas forcément ça notre histoire politique. Mais alors je vous pose la question donc à toutes et tous, qu'est-ce qui vous rassemble là aujourd'hui et qu'est-ce qui serait le casus belli finalement, qu'est-ce qui pourrait vous diviser? Casus belli, c'était pas pertinent. Qu'est-ce qui pourrait vous diviser là actuellement? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Ou alors sur quoi êtes-vous tellement d'accord que ça vaudrait le coup d'y aller franchement? Non, on peut prendre les questions dans l'ordre que tu veux. Parce que je rejoins évidemment ce que disait Louis, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi l'idée que précisément si on a 2027 en ligne de mire, c'est important que nous, jeunes, qui sommes dans nos partis à chaque fois comment dire, un peu une avant-garde. On est quand même les personnes qui dans les partis poussons le plus à chaque fois nos cadres, qui challengeons le plus nos partis. Si nous on part, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si on veut vraiment réussir à gagner en 2027, c'est aussi important qu'on soit là tout du long jusqu'à 2027 pour rappeler que l'union, c'est au quotidien, que l'union, c'est en se rencontrant, c'est en travaillant ensemble, c'est en étant ensemble sur le terrain. Donc moi, je pense que c'est vraiment hyper important qu'on soit là. Qu'est-ce qui nous lie? Je pense qu'encore une fois, ces 166 propositions, c'est tout un tas de choses qui nous lient. Enfin, je veux dire, on a le même horizon, on a tous et toutes envie de vraiment réussir à mettre fin au système capitaliste, patriarcal, raciste. En fait, on a vraiment tous et toutes les mêmes envies pour la France et les Français et Françaises. Par contre, c'est vrai que peut-être qu'on a des divergences sur le moyen d'arriver à ce point d'arrivée, mais pour autant, est-ce que c'est indépassable? Je ne pense pas. Il y a Jean-Baptiste dans le chat qui dit bravo Anna.
Salut Jean-Baptiste. Mathilde, Emma, Louis? Non, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on a tous été aussi déçus après avoir présenté nos 66 propositions, que ça n'ait pas pu aboutir, que ça n'ait pas pu aller plus loin, parce que je pense qu'on a été tous avec nos organisations à la hauteur et plus responsables que certains de nos dirigeants de partis et certains de nos chefs de parti et des responsables politiques. On a privilégié le fond depuis 4 mois en disant on va regarder tous ces sujets sur lesquels on nous dit vous êtes incapables d'être d'accord sur tout ça. On a montré que si, même sur l'Europe de la paix, même sur la démocratie en Europe, surtout on a réussi à trouver des propositions. On a réussi à vraiment proposer un fond qui est intéressant et voilà. Puis j'invite tous ceux qui veulent aller le découvrir à aller aller le découvrir en ligne. Et puis voilà, on a dépassé, je dirais, toutes les querelles qu'on a pu voir sur Twitter dont on parlait tout à l'heure. Après, sur la place qu'on a aujourd'hui, moi je pense aussi que, ce dont moi en tout cas je me réjouis, c'est qu'on arrive et qu'on continue à travailler tous ensemble chez les jeunes, continuons à mettre la pression, et puis voilà, maintenant c'est plus une pression en externe, mais ça va être une pression en interne sur la suite. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est la stratégie qui a été choisie par certains partis politiques de se compter sur ces prochaines élections. Moi, je trouve qu'on a à la fois trop d'urgence pour pouvoir se permettre de se compter. Et puis moi, j'ai surtout peur du mal qu'on va faire à l'Union. Et on le voit déjà aujourd'hui. On a parlé, encore une fois, on a déjà parlé de Twitter. Mais on le voit déjà aujourd'hui. Et effectivement, quand il va falloir aller chercher une place d'eurodéputé, quelques points pendant les élections, moi, j'ai peur du danger et de l'impact que ça va avoir sur notre union, et j'ai peur qu'on revienne à il y a 1 an et demi où on nous disait en fait une union n'est pas possible entre les partis de gauche, et ça je pense que ce serait terrible pour la gauche et pour les écologistes. Qu'est-ce qui vous manque là pour l'union, pour une union solide? Louis Laredon. Moi je pense que c'est une très bonne question à poser à nos aînés déjà, numéro 1, et je pense que nous on a prouvé qu'une union solide on pouvait la créer. Il y a Hélène qui dit dans le chat, virer les vieux, je ne vois que ça. Alors ouais, c'est un peu de jeunisme, ce serait bien, ça vous ferait plein de place, mais bon. Vive la jeunesse, dit Nawal. C'est pas très intergénérationnel tout ça non plus, mais ouais. Non, je pense qu'il faut demander à nos aînés, et je pense que nous on a identifié, on en a parlé un peu en début, je pense qu'il y a quand même des petits sujets dans le respect qu'on doit se porter les uns les autres publiquement. Et je pense que pour construire une union, on a besoin de respect. On a besoin de. Je pense qu'il y a trop d'invectives, ça, notamment sur Twitter. Tu disais Twitter tout à l'heure. Sur Twitter, ça par courrier, mal, dans la presse. Parfois, il fait mal d'être militant de gauche. Moi, je me dis, ça doit être vachement bien d'être de droite ou d'être d'extrême droite. Attention, ne me cotez pas, mais c'est plus simple. Occupez-vous de mes amis. Ils sont tous d'accord. Ils ont des amis. Quand ils s'embrouillent, de toute façon, à la fin, ils s'embrouillent pas vraiment. À la fin, ils vont tous ensemble et à la fin, ils font des gros scores aux élections. Être de gauche, c'est passer son temps à s'invectiver, à être pas assez ceci pour quelqu'un, pas assez bien pour quelque chose. Moi, je pense qu'on doit structurer notre débat d'idées et qu'on doit surtout le détendre et le calmer, et qu'en public on puisse avoir tous les débats qu'on veuille, mais que ça ne se règle pas à coups de tweets de chefs de nos partis interposés qui s'agressent, de nos députés qui se pointent du doigt, et que comme ça déjà ça ira beaucoup mieux. Et là c'est exactement ça qu'a vécu, c'est pour ça qu'on en arrive à la crispation qu'on est. C'est parce qu'au bout de 18 mois, force est de constater qu'on a besoin de retrouver un peu de collectif et un peu de méthode. Moi c'est à ça qu'appellent les socialistes. Benjamin Morel. Oui, je crois que c'est un point qui est essentiel, c'est-à-dire que... Alors, l'union, ça sert à quoi, fondamentalement ? L'union, c'est pas pour être anti-union, mais l'union en soi, ça ne sert pas à grand-chose en soi. Si vous regardez, à chaque fois que la gauche a pris le pouvoir sous la Ve République, elle n'était pas unie. En 81, il n'y a pas d'union de la gauche. Il y a marché contre Mitterrand. L'union sert quand vous êtes en position de faiblesse, et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais la gauche est en position de faiblesse parce qu'elle n'a pas de réserve de voix. En tout cas, il lui manque des réserves de voix. L'union permet d'être à la fois cet accord électoral qui permet de réexister comme une force d'alternance. Or, sous la Ve République, vous n'incarnez l'alternative que si vous apparaissez comme étant en capacité de prendre le pouvoir. Sinon, toute une partie de l'électorat se réfugie soit dans l'abstention, soit dans le camp adverse. Pour parler de l'extrême droite et de la droite, eh bien, c'est là-dessus que se joue une forme de concurrence dans une partie de l'électorat qui voudrait demain trouver une alternative. Ensuite, l'union est là où, à mon avis, ça achoppe. Sous la Ve République, qu'on l'espère, qu'on le regrette, mais en réalité c'est comme ça, et je dis ça en étant plutôt parlementariste, c'est également une capacité à incarner cette alternative. Et là se posent deux types de questions.
aujourd'hui, qui incarne, et c'est très bonapartiste comme remarque, mais encore une fois, on est sous la Ve République, qui incarne cette alternative. Et là, l'absence aujourd'hui d'évidence sur la candidature... C'est un problème de leadership ? Aussi en partie. Parce que c'est pas la France Insoumise qui fait 22%. C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est le charisme de Jean-Luc Mélenchon, également avec les faiblesses et les potentiels problèmes que représente parfois la personnalité de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques mois. Et donc, demain, qu'est-ce qui porte cette candidature de la gauche ? Je sais qu'il ne faut pas débattre des personnalités, mais malgré tout, dans une opinion, parce qu'en effet, on s'invective sur Twitter, en effet, il y a des petites phrases, mais ne nous leurrons pas. Pour l'immense majorité des Français, tout ça est invisible. La plupart des Français qui sont sur Twitter, ils regardent des vidéos de bébés chats qui font de la balançoire. Ils regardent assez peu de politique. Ceux qui regardent de la politique, c'est des militants politiques et des journalistes sur Twitter. De même, les journaux, ceux qui lisent les journaux, ce sont des gens qui s'intéressent déjà à la politique, ou alors ils lisent uniquement les pages sport. Et donc là, on parle aux militants quand on parle justement sur ces biais-là. La question, c'est qui incarne ? Qu'est-ce que ça représente ? Et quel est, c'est le deuxième point, leadership premier point, et quelle est la stratégie de mobilisation électorale ? Celui qui gagne une élection aujourd'hui avec une forte abstention, c'est pas celui qui a le plus large base électorale. C'est celui qui arrive le mieux à mobiliser sa base électorale. Pour ça, il faut lui donner de l'espoir. Et pour ça, il faut lui donner le sentiment qu'il y a une cohérence, une vision commune du futur. Et que s'il va, il va pouvoir gagner, premièrement, et que deuxièmement, il sait pourquoi il va gagner. Aujourd'hui, il n'est pas certain que l'électorat, qui serait l'électorat potentiel de la NUP, sache où il va, pourquoi il va gagner et derrière qui. Et donc, ce faisant, tant que cette situation-là n'est pas réellement tranchée par les jeunes et par les plus anciens, eh bien, les tensions sur la stratégie et le leadership ne peuvent, je le crains, mener qu'à des divisions. Emma Fourreau. Oui, je voulais juste nuancer. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est LFI ? Est-ce que LFI existe sans Jean-Luc Mélenchon ? Je te provoque un peu, bien sûr, hein, mais je dois poser la question. Ouais. Sur la question de l'union, c'est pas juste un conflit générationnel, les jeunes qui sont pour l'union et les vieux qui sont contre, puisque la France Insoumise et Génération ont toujours soutenu l'union, étaient prêts à faire liste commune et le sont toujours si jamais les autres changent d'avis. Et effectivement, ça rejoint l'idée que si on n'offre pas de l'espoir, les gens vont pas aller voter en fait. Donc c'est aussi pour lutter contre l'abstention qu'on voulait de ce troisième bloc de gauche unie qui pouvait faire jeu égal, voire battre l'extrême droite et Macron, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas que combien de députés de gauche on va envoyer au Parlement européen, c'est aussi qu'est-ce qui va imprimer au lendemain de l'élection quand les gens vont voir les graphiques. C'est si on voit en fait 4 blocs de gauche éclatés au ras des pâquerettes, ils vont se dire en fait la force elle n'est pas là-dedans et la force va à la force. Donc personne va aller voter pour les différentes parties de la NUPES si on part pas unis, sachant qu'il y a des gens qui s'identifient en tant que NUPES, mais pas en tant que France Insoumise ou en tant qu'Europe Écologie Les Verts, mais qui s'identifient à ce bloc-là. Donc c'est pour ça qu'on veut toujours cette union, parce qu'on pense qu'on peut gagner les élections européenne et que l'enjeu est tellement immense que c'est une responsabilité pour nous et c'est pour ça qu'on a lancé le processus et que si la porte peut être encore entrouverte, nous on se battra pour ça. Sur la question de Jean-Luc Mélenchon, c'est très réducteur pour les militants insoumis et les députés insoumis de dire que tout ne tient qu'à un homme. Il est évident que sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas de France Insoumise aujourd'hui. C'est lui qui a relevé la gauche radicale, qui a eu le courage de partir du PS pour frayer son propre chemin, mais il n'était pas seul. Les gens l'ont caricaturé en disant il est parti seul. Il y avait plein de gens derrière lui et qui sont encore derrière lui aujourd'hui. Et il y a une relève qui est là, qui est évidente. Mathilde Panot, Manuel Bompard, il y a énormément de gens talentueux à la France Insoumise, aux jeunes insoumis qui sont prêts à prendre le flambeau. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il n'est pas en retraite, il est en retrait. Il a son compte Twitter et c'est salutaire parce que ses tweets sont pour moi en tout cas importants dans la période. Et pas que ses tweets, il fait des conférences de presse, il a écrit un livre. Je pense que sa voix compte toujours aujourd'hui et la preuve c'est qu'on parle encore de lui sur ce plateau alors qu'il n'est pas député. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la France Insoumise, pas que, mais il est évident qu'il est très important au sein du mouvement. Anna Bikouloulou, je te vois dubitative. Non, mais j'avoue que je suis un peu gênée par l'idée que si jamais, en effet, à la fin, on n'était pas unis en 2024, ce serait la mort, la gauche, ce serait fini, etc. En fait, pour moi, ce qui compte aussi, c'est le récit qu'on fait de la période. Et de constamment pointer du doigt le fait que là, on ne partira pas ensemble, c'est aussi, je trouve, insister sur le négatif, là où, du coup, c'est tout un temps qu'on ne passe pas à montrer qu'on est quand même une coalition de gauche, qu'on a quand même un projet commun. C'est du temps qu'on ne passe pas précisément à dire aux Français et Françaises regardez, en fait, nous, à gauche, on a un projet intéressant à vous proposer, on peut changer vos vies. Et c'est ça vraiment qui moi, me chagrine là-dedans, parce que on peut taper autant qu'on veut sur nos cadres.
à un moment donné, les faits sont là. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a fait ce constat, est-ce qu'il ne faut pas du coup dépasser ça et dire, ok, à minima, on essaye d'avoir des éléments communs, à minima, on essaie d'avoir un récit commun pour quand même ne pas tout perdre dans la bataille. Qui veut? Alors, pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on est sur une union très jeune qui a 1 an et demi, qui s'est fait en 15 jours. Donc, l'union, déjà, de manière générale, ça se construit, ça se travaille et ça se peaufine tous les jours. Je pense que là, on doit le faire encore plus pour que ça puisse se développer. Moi, je suis pas d'accord du coup avec ce que vient de dire Anna, mais je pense sans surprise. Aujourd'hui, je pense qu'on va se retrouver je le disais tout à l'heure, dans des guerres et des disputes et notamment, on reparlait tout à l'heure de Twitter, mais où on va se taper dessus pour aller chercher les électeurs qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir faire tel pourcentage. Et on risque de tout s'y perdre. C'est aussi pour ça qu'on a tant travaillé tous ensemble pour avoir cette liste unique et ce programme commun, parce que on est conscient des urgences et on a pris la responsabilité en tout cas on a essayé pour pouvoir avoir un projet à la hauteur. Emma le disait tout à l'heure, on est en plus sur une élection qui de toute façon, on a un électeur sur 2 qui se déplace pas pour aller aux urnes. C'est 52% de la population qui a été votée en 2019. Effectivement, allons convaincre tous ceux qui ne viennent pas. Mais moi, j'ai peur aujourd'hui, en tant que militante de gauche, d'avoir des gens qui me disent, mais en fait, ça sert à quoi d'aller voter pour tel ou tel pour qu'il fasse 6, 8 et 10 voire même qu'un des 3 ou 4, des 4 entités de la NUPES ou des 4 listes ne fasse pas 5% et ne soit pas représenté au sein du Parlement européen. Donc voilà, j'ai à la fois ces disputes qu'on va pouvoir avoir, comme je disais tout à l'heure, qui m'inquiètent parce que je pense qu'on a tous à y perdre quand on va se taper les uns sur les autres pour avoir ce petit pourcentage supplémentaire. Et en même temps, sur le symbole et sur le fait, on parlait tout à l'heure d'incarner l'alternative, sur le symbole qu'on va envoyer aux militants et aux sympathisants de gauche, j'ai peur qu'on leur envoie plus de la déception qu'un véritable espoir, comme on a pu le rapporter en juin 2022. Louis Laredon, les jeunes socialistes. Moi, on a été on a travaillé ensemble à ces 166 propositions. Maintenant, le constat est là. À moins d'un retournement historique de situation, je ne crois pas que nous aurons des listes communes aux élections européennes. Maintenant, du coup, la question qu'il faut se poser, c'est puisque nous, le Jeunes, nous vendions un narratif. C'était le projet au début de l'été. C'est notre projet, c'est celui pour lequel on a milité, pour lequel on s'est travaillé. Force est de constater que nos partis ont fait le choix de prendre des directions différentes. Maintenant, il faut se rappeler que c'est quoi les élections européennes et c'est quoi le narratif que ça raconte. Nous, les jeunes, on a vendu, et moi j'en suis fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a travaillé ensemble, un narratif où on proposait de mettre la gauche en tête pour ces élections. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les élections européennes, c'est des élections européennes, qui ont vocation à envoyer des quotas de députés dans des groupes au Parlement européen, et à aussi essayer de proposer une majorité qui change la vie des gens au niveau européen. Et en ça, même si les socialistes, ça fait un peu peau de chagrin parfois en France, au niveau européen, on a la chance d'être le deuxième groupe au Parlement européen, je pense qu'on a aussi intérêt à faire basculer et d'avoir une majorité progressiste au Parlement européen, parce que c'est elle qui définit beaucoup de normes, et on se plaint beaucoup de Bruxelles, parfois les gens disent « Ah, c'est Bruxelles, il a fait quelque chose de pas bien ». Bah oui, mais en même temps, Bruxelles, c'est une majorité libérale qui défend un programme libéral, et je pense aussi qu'on a intérêt demain à se projeter et à rappeler que ces élections européennes, on a l'intérêt à faire voter et envoyer des quotas de députés qui iront irriguer une future majorité progressiste au Parlement européen. Maintenant, pour rebondir un tout petit peu de 30 secondes, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit exercice de projection mentale qu'on peut tous faire ensemble avec le chat. Nous sommes en 2026. La gauche est certes partie divisée aux européennes, mais pas trop bête. Partout où elle l'a pu, ou dans les municipalités, elle a réussi à proposer des listes communes qui rassemblaient. On sait qu'il y a des spécificités locales dans chacune des villes et que parfois les alliances nationales ne sont pas tout à fait des alliances locales, mais grosse victoire pour la gauche au municipal. Partout dans les municipalités, on installe des nouvelles générations de maires qui vont changer concrètement la vie des gens pendant un an et qui vont être le fer de lance d'une campagne, celle de faire gagner la gauche en 2027. Il n'y a pas que les européennes jusqu'en 2027, il y a aussi les municipales. Et je pense que c'est très important de ne pas négliger cette élection, parce que si on veut installer le récit d'une gauche capable de gagner, il faut une gauche qui gagne un peu des trucs. Et la chose qu'on peut gagner si on est intelligent, qu'on construit bien, qu'on va chercher à convaincre les électeurs, c'est les municipales. Et celle-là, ça montre aussi qu'on serait une gauche
responsable, c'est-à-dire capable de gouverner. Et c'est ça l'exercice. Parce qu'en fait, moi je suis d'accord pour dire que la gauche, elle peut performer au premier tour. Là, si on compare une liste NUPES, ça ferait 27-28%. Toutes les listes de gauche rassemblées, on est à 33-35%, ce qui est à peu près la gauche dans les mauvaises périodes. Et ça ne suffit pas à aller à 51% pour le second tour. Donc en fait, il faut que la gauche soit crédible. Et aujourd'hui, le drame, c'est que l'extrême droite paraît plus crédible sur les questions démocratiques que la gauche. Donc on a non seulement 2024 pour prouver quelque chose au niveau européen, mais surtout, on doit construire au niveau local pour 2026, pour avoir une génération de cadres qui fassent et qui mènent cette campagne en 2027. Et ça, je crois que c'est le rôle de nous, organisation de jeunesse, de structurer partout là où on le peut localement l'Union. D'ailleurs, j'avais reçu Mathilde, moi je suis élu à Cergy, on avait reçu Mathilde pour parler, c'est des européennes, mais voilà, on peut faire des choses ensemble et je pense que c'est notre rôle et notre devoir historique dans cette période. Alors pose le chat, il y a Si qui nous dit France Info, vous n'êtes pas de Twitch et vous ne le serez jamais. Moi je te souhaite la bienvenue, Si. Et donc continue. Mais je pense que quand on n'est pas bien dans une pièce, on va dans l'autre pièce. Enfin donc dans une autre pièce, mais sinon tu es la bienvenue. Tu tiquais un petit peu, Benjamin, ce que disait Louis Larédon. Non, je tique pas. J'aimerais croire que. Mais alors, le problème des municipales, il est double. Le problème des municipales, c'est qu'elles arrivent tard. Et donc, à partir de là, les dynamiques électorales sont déjà lancées. Le deuxième problème des municipales, c'est que ce sont des élections locales intermédiaires, donc assez peu lisibles. On s'est concentré sur les villes prises notamment par les Verts lors des dernières municipales. Mais c'est LR qui a gagné les dernières municipales. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble du pays, c'est une élection qui, parce qu'elle profite essentiellement d'une abstention importante, profite essentiellement à l'électorat CSP+, et à l'électorat âgé. Les personnes âgées sont largement surreprésentées. C'est une élection qui favorise les partis centristes et notamment de centre-droit. Et donc c'est une élection un peu dangereuse. De l'autre côté, sur les élections européennes, là il y a plusieurs dangers qui courent. Alors en effet, il y a le danger de la mise en récit. On l'a déjà abordé pour la gauche. Mais il y a d'autres dangers. Le premier danger, c'est que, lorsque vous allez chercher un électeur, vous n'allez pas le chercher au parti le plus opposé à vous. Vous allez chercher au parti voisin. L'électeur, il ne va pas hésiter entre le RN et la France Insoumise, ou entre le RN et le PS, ou entre le RN et Génération ou LV. Il va hésiter entre ELV et l'AFI, ou l'AFI et le PS, etc. Et donc en réalité, votre principal rival, ce n'est pas le camp d'en face. Votre principal rival, c'est le camp d'à côté. D'où une exacerbation des tensions quand vous rentrez dans une logique de concurrence. Or là, les tensions, il va sans dire qu'elles sont déjà assez aiguës. Dernier point, je sors justement de 4 heures de cours d'institutions européennes. J'ai fait un petit test, on a abordé justement le Parlement européen, et je demande à mes étudiants, donc le Parlement européen, qu'est-ce que vous en savez, comment il est structuré, c'est quoi un groupe au Parlement européen? Et j'ai été confronté à une mer de silence. Ce que vous dites est tout à fait vrai sur les élections européennes. C'est-à-dire que ces élections européennes, stratégiquement, partir unis n'a absolument, d'un point de vue purement quantitatif, aucun intérêt. C'est des élections supranationales à la proportionnelle. Mais regardez ce qui était arrivé dans le camp d'en face à François-Xavier Bellamy, la dernière fois, qui faisait plutôt une bonne campagne en réalité. Donc républicain. Exactement, LR. Une partie de l'électorat de François-Xavier Bellamy s'est dit... Républicain, droite des Républicains. Exactement. Le principal objectif, c'est d'aller battre Emmanuel Macron, et donc allons voter Jordan Bardella. Une autre partie de l'électorat LR s'est dit, en fait, le danger, c'est le RN. Et donc, allons voter Nathalie Loiseau. Le vote utile a joué à fond et a plumé LR. En réalité, ça n'avait aucune base rationnelle. Seulement, l'électorat là-dessus n'est pas rationnel. Justement, il croit à un récit. Et donc, même si rationnellement, on peut vouloir changer l'Union européenne de l'intérieur en disant on aura plus de députés, on pourra agir dans tel ou tel groupe, c'est malheureusement, et encore une fois, en parlant pendant 4 heures du sujet, j'ai essayé de faire un petit peu, de mettre ma petite pierre au fait que les Français comprennent un peu les enjeux des élections européennes, mais je crains malheureusement qu'il est très très loin de la coupe aux lèvres et que la mise en récit, est-ce que c'est utile, est-ce que ça ne l'est pas, finisse par s'imposer. Non, sur la question, effectivement, la compétition électorale mécaniquement va amener au fait qu'on va forcément se tirer dans les pattes. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est le 19 octobre et c'est le jour où, normalement, devaient se réunir à l'appel de Marie Toussaint les organisations de la NUPES pour signer un pacte de non-agression. Bon, il n'y a pas eu de réunion aujourd'hui et on voit déjà que l'agression, elle est en cours. Donc c'est un vœu pieux mais qui n'a aucune réalité parce que la dynamique électorale veut que si on part séparé, forcément, chacun va vouloir faire le meilleur score possible. Et évidemment, on va essayer de piquer des voix aux voisins, c'est logique. Et même dans la vie d'un militant,
tu vas te lever tard dans la nuit pour aller coller ton affiche, tu vois au petit matin que ton affiche elle est recollée par le copain de LV, même si tu l'aimais bien avant, t'as le seum parce que ton affiche elle est recollée, que tu t'es levé le matin, enfin tu t'es levé pendant la nuit pour rien, donc ça crée, bon ça c'est des petites frictions comme ça, mais un petit ressentiment du matin en tout cas. Tu peux rester assez longtemps, tout à fait. Je pense qu'on a tous vécu ça, donc c'est pas grand chose, mais il faut imaginer. Enroué du coq. Mais voilà, au niveau national, évidemment, tout le monde va se taper dessus, et nous, on peut toujours, en tant que jeunes, dire faut pas se taper dessus, mais même nous, on va peut-être finir par se taper dessus. Donc, parce que c'est logique. Non, mais je dis pas que je vais le faire. Il y a Nassoum qui pose une question qui dit sur une proportionnelle, est-ce qu'on vole vraiment le vote de son voisin ? Bah, vu que chacun veut faire le score le plus élevé possible, forcément. Demandez à François-Xavier Bellamy. Excusez-moi, je lis le chat. Il y a Superwall qui dit ça prouve que vous n'êtes pas adulte. Quelle tristesse. Je sais pas à qui tu réponds, mais je pense que c'est pas à vous. Attendez. Il y a Vernaïf qui dit non-agression égale violence fourbe et douce, selon Marine Tondelier. J'entends complètement ce que vous dites sur la compétition. C'est une réalité, évidemment. Mais nous, si on est engagé aussi en politique, c'est parce qu'on a quand même espoir, au-delà d'aller choper les électeurs des uns et des autres, que de réussir à aller au-delà, d'aller chercher notamment les abstentionnistes. Et ça, c'est un travail qu'il faut aussi qu'on fasse et qu'on ait le temps et l'espace mental et l'espace et l'énergie pour le faire. Et c'est sûr que quand on passe beaucoup plus de temps à nous tirer dessus entre nous, c'est du temps qu'on ne passe pas ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Et après, sur l'appel de Marie Toussaint, évidemment, nous, on trouve ça dommage. Je pense que, comme nous, vous voulez saisir toutes les occasions possibles pour discuter. Là, il y a eu un contexte, finalement, qui nous a dépassé, qui a fait que ça n'a pas pu avoir lieu. Bon, très bien. Maintenant, c'est pas pour autant, je pense qu'il faut qu'on abandonne l'idée, et du coup, qui est maintenant partagée plus largement, de faire une assemblée générale, comme le proposent les députés écologistes, de faire une agora ou que sais-je, pour quand même réussir à discuter. Il y a Cal qui disait tout à l'heure dans le chat, mais les électeurs ne sont pas capables de comprendre que 4 listes de gauche, c'est globalement la même chose, mais ça permet que chacun vote selon sa sensibilité. Est-ce que c'est trop dur à expliquer ? Je pense qu'on a répondu, donc on est d'accord là-dessus. 4 listes de gauche, c'est moins bien qu'une liste unie. Je pose la question. Qui veut ? Ça dépend du narratif, ça dépend du récit, c'est exactement, je pense, ce qu'on s'est dit. Moi, je suis chargé de TD à l'Université de Cergy en informatique. Donc la dernière fois que j'ai parlé élection avec mes étudiants, c'était vers juin 2022. On discutait. Et la vérité, c'est qu'en fait, quand on leur parle, eux, de plusieurs listes ou de plusieurs candidatures, la plupart, en fait, ils vont juste pas voter. Voilà, moi je vous le dis, la plupart des jeunes à qui je donne cours, ils ne sont pas allés voter au présidentiel. Il y a quelques-uns qui sont allés voter. Moi j'ai fait campagne pour Hidalgo, donc ils m'ont engueulé, certains, parce qu'ils m'ont dit vous auriez dû voter autre chose, monsieur, ça se fait pas, c'est pas cool. Mais la plupart, ils ont quand même dit en fait, juste nous, on n'est pas allés voter. Et en fait, ils se sont posé la question. Et moi je le dis, c'est très grave, parce que Cergy, c'est une fac de banlieue. Les élèves, ils sont issus de toutes les catégories populaires, de toutes les origines. Et quand on avait discuté, l'autre fois où on a parlé d'élection, je l'ai fait que 2 fois avec mes étudiants, je suis quand même prof d'informatique, faut doser. C'était dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, ils m'ont dit monsieur, il faut voter Marine Le Pen. Voilà, moi je le dis, le danger il est là, c'est qu'en fait l'électorat s'éloigne de nous. Mais pour moi, c'est pas la question du narratif d'une seule liste de gauche ou 4 listes de gauche aux élections européennes. Ces jeunes-là ne voteront pas aux élections européennes, en réalité. Et ils vont pas être convaincus par ce discours-là, par ce narratif-là. En fait, ces jeunes-là, ils se réveillent pour les élections présidentielles. Et ils ont raison, parce que c'est l'élection majeure, structurante, sous la Ve République. Et je leur dis, ils sont pas venus voter aux législatives, la plupart, pour ceux avec qui on en a discuté. Parce qu'en fait, ils n'en voient pas l'intérêt. Donc nous, l'intérêt, c'est de construire, d'être capable de construire une gauche, une coalition de gauche capable de gagner en 2027, parce que c'est la seule élection qui peut redonner de l'espoir aux Françaises et aux Français, particulièrement plus jeunes, qui s'éloignent du vote. Et quand ils votent, soit ils votent à 50% pour la NUPES, mais ils votent pas beaucoup. Soit ils votaient au présidentiel quand même majoritairement pour le RN et pour Macron. Donc nous, je le dis que cette période qui doit nous occuper cette année, doit nous occuper. On est tous des colleurs d'affiches. Moi, je vais coller des affiches. Et je tâcherai de ne pas recoller celle de la France Insoumise, celle des écolos ou celle du PC. Vous savez, parfois même au régional, j'ai même parfois collé avec les communistes alors qu'on n'était pas ensemble sur la même liste. Non, qui est communiste d'ailleurs ce soir. Et donc on a collé ensemble les affiches. On se recollait pas. Il suffit d'être intelligent, être militant. En fait, c'est tous des gens qui donnent du temps. Et je pense que la différence avec ce qui s'est passé avant, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, toute la gauche s'est parlé.
pendant cette année et demie après la NUPES. On s'est vu, ça a plus ou moins bien fonctionné localement, mais on s'est tous vus, on s'est tous reparlé. Et donc la haine, elle doit pas regagner, ça nous appartient avant tout à nous. Et en fait, à la fin, ces élections européennes, elles sont complètement dépassables, parce que ce qui compte, c'est de construire un cadre sain, respectueux, où chacun puisse s'exprimer et qui puisse nous emmener à la victoire en 2027. Parce que on le dit, on s'écharpe quand même beaucoup sur ces européennes. L'enjeu, c'est de gagner au second tour en 2027. Et aujourd'hui, est-ce que si l'élection avait lieu dimanche prochain, un candidat de gauche gagnerait le second tour des élections présidentielles? Moi, je ne crois pas. Et c'est ça qui m'inquiète et qui me terrifie. Il y a Woyosh qui nous dit « Je suis pas d'accord, unis on est plus fort pour aller chercher les abstentionnistes en termes de clarté de l'offre politique, de force militante. » Il y a Dart qui nous dit « Bref, il faudrait au moins autant de pédagogie que de militantisme. » Ça fait un peu écho, il y a pas mal de commentaires là-dessus, avec l'idée qu'il y a une forme d'entrisme et qui se déconnecte peut-être un petit peu de la base, ou peut-être qu'il y a le manque de communication sur votre offre politique peut-être. Vous l'entendez ça ? Ou c'est une affabulation du chat? Non, effectivement, je pense qu'on perd les gens et moi, je rejoins Emma. On parle des couleurs d'affiches, mais on va avoir la même chose sur les marchés. Quand on va se retrouver chacun avec nos 4 tracts différents à dire à une personne en fait, qu'on a 10 mesures qui sont communes tous les 4, enfin, en tout cas tous les 3, notamment parce que on a travaillé, enfin tous les 4 autour de cette table, hein, on a travaillé sur ce programme et sur ces 166 propositions qui vont, je pense, pour beaucoup être reprises dans les programmes des partis, enfin des listes qui vont être représentées. On risque de perdre les gens et effectivement du coup de ne pas leur donner envie d'aller voter le 9 juin 2023, en tout cas ils vont se demander à quoi va servir mon bulletin de vote et je pense aussi qu'on se coupe d'une partie et de la dynamique d'union, mais ça c'est avec le narratif dont on parlait tout à l'heure, et de l'énergie aussi des militants. Enfin, moi j'ai pris un énorme plaisir en 2022 à aller pouvoir tracter avec des camarades communistes, des camarades écologistes, des camarades socialistes et insoumis. Je parlais donc de ma ville, Asnières, tout à l'heure, mais moi je te rejoins pas. Oui, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui ne vont pas voter, et en même temps en 2022, en juin en tout cas, on a réussi à créer de l'espoir, qui a fait que beaucoup de ces jeunes sont allés voter, ce qu'ils n'auraient sûrement pas fait si sur les législatives, parce que effectivement les présidentielles, tout le monde sait ce que c'est, les législatives elles sont de toute façon un peu boudées. On avait réussi à pouvoir créer une dynamique, la dynamique d'union qui faisait que ces jeunes-là avaient envie d'aller voter. Et moi j'ai peur que en 2023, je le dis et je le répète, mais ces personnes-là préfèrent rester chez eux parce que parce qu'elles ne voient pas l'intérêt. Alors effectivement on pourra faire toute la pédagogie que l'on veut. Je pense que notre meilleure chance, effectivement, c'était l'union et c'était de partir tous ensemble et de pouvoir apporter tous ensemble cette énergie, cette énergie dans cette campagne. Kakou 58 qui dit belle intervention de Louis. Naïma qui dit le chat n'a jamais tort. Le chat n'a jamais tort, Naïma, c'est vrai. Super Wallon qui nous dit vous êtes déjà à 2027 alors qu'il faudrait mieux vous concentrer sur 2023 et rendre la politique attractive. Vernail qui dit il y a 2 partis qui insultent un peu leur jeunesse, c'est 2 mouvements qui la respectent. Benjamin Morel, tu avais envie de dire quelque chose il y a 30 secondes. Voilà, je ne sais pas qui respecte ou qui ne respecte pas sa jeunesse, ça, je laisserai les autres intervenants en juger. Non, je crois qu'on tourne sur un débat qui m'apparaît un débat profond et important, qui est celui en fait de où est-ce qu'on va chercher les abstentionnistes. Je disais tout à l'heure, et ça me semble vraiment un élément essentiel, celui qui gagne une présidentielle, et même encore plus une élection intermédiaire, c'est pas celui qui a le plus large électorat, mais celui qui arrive le mieux à le mobiliser. La question, c'est quel est l'électorat de la gauche aujourd'hui? La gauche a un avantage sur beaucoup d'autres camps politiques, c'est qu'elle a un électorat qui conserve une forte identité politique. Une partie de l'électorat substantiel se dit de gauche, et ça motive son vote. La réalité, c'est que toutefois, c'est quelque chose en voie de raréfaction. Mais ça peut être un instrument, parce qu'évidemment, si vous avez une gauche qui est unie, c'est un électorat qui est plus facilement mobilisable, qui est moins perdu, et qui donc, ce faisant, se retrouve peut-être mobilisé. Mais vous savez, quand vous faites des sondages, vous voyez toujours les ventilations. Vous avez X% des Français qui pensent quelque chose et 10% des sympathisants LFI, 20% des sympathisants LR, RN, etc. Bon, cette question, elle dépend d'une autre question que posent les sondeurs et qu'ils ne diffusent pas forcément, qui est de quel parti êtes-vous le plus proche? Ils l'ont modifié il y a quelques années, ils ont rajouté ou le moins éloigné. Il y a entre 4 et 6 Français sur 10 qui répondent à cette question. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur la pertinence, entre guillemets, et la manière dont on peut le dire. C'est sous question au sein des enquêtes d'opinion. Et au-delà de ça, ça veut dire que l'abstentionniste, c'est pas quelqu'un qui, la plupart du temps, se dit « moi, je suis de gauche, moi, je suis de droite ».
moi je suis du centre, moi je suis d'extrême droite. Il se dit en réalité, je ne sais pas réellement d'où je suis, mais je veux croire en la politique, mais j'y crois plus. Et là, il y a plusieurs catégories de population à aller chercher. Il y a évidemment les jeunes de banlieue, il y a également le périurbain, le rural, etc. Enfin, une certaine ruralité. Et les débats au sein de la NUP, ils portent aussi là-dessus. L'option Roussel en la matière n'est peut-être pas tout à fait l'option Mélenchon, qui n'est pas non plus tout à fait l'option d'une partie des élus locaux du PS. Vous voyez, où est-ce qu'on va chercher l'électeur et comment est-ce qu'on arrive à mobiliser cet électeur? Si jamais la NUP n'est pas claire là-dessus, si jamais on tire en ordre dispersé, si jamais il n'y a pas d'option pour aller soit chercher l'ensemble de ces électorats potentiellement abstentionnistes, soit au moins quelques-uns qui permettent d'obtenir une majorité, il y a forcément maille à partir, il y a forcément des difficultés. Donc régler la question de la participation différentielle, ce n'est pas seulement une question d'unité, c'est également une question d'unité, mais c'est également une question de stratégie électorale, de stratégie de mobilisation. Cette question, elle n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Pardon, que faut-il faire? Un des outils de la France insoumise, c'est les caravanes populaires. C'est un dispositif qu'on a depuis des années et des années, qui consiste à ne pas accepter comme une fatalité le fait que dans les quartiers populaires, on vote beaucoup moins. Et c'est à la fois une campagne d'accès aux droits, notamment sur le RSA, mais aussi d'inscription sur les listes électorales. Parce qu'il y a aussi ce problème-là de mal-inscription chez les jeunes, parce que souvent, il y a l'endroit où on vit chez ses parents et puis l'endroit où on va vivre l'année pour ses études. Et donc, on est parfois mal inscrit. Donc, c'est aussi faire une campagne au niveau des facs pour expliquer tout ça aux jeunes. Mais c'est avant tout, en tout cas, un gros enjeu, ce 4e bloc d'abstentionnistes, et de ne pas se dire, de toute façon, ils ne votent pas, ils ne voteront jamais, donc on les abandonne. C'est ce qu'a fait d'autres partis politiques par le passé. Nous, c'est quelque chose qu'on se refuse, ne serait-ce que par une question démocratique. En fait, Louis disait tout à l'heure, j'entendais un peu en sous-texte que c'était pas très, que les jeunes de sa classe n'iraient pas voter ni l'année prochaine ni les autres années, mais c'est pas très grave parce qu'ils iraient voter en. Ok, mais j'ai l'impression que c'était un peu fataliste, en mode ils vont pas aller voter, mais en 2027 c'est là le rendez-vous. Ce que je regrette, ce que je disais. Ok, très bien, tant mieux. Mais du coup, le combat, c'est de les mobiliser aussi, tes élèves, pour l'année prochaine, pour la France insoumise, par exemple. Mais il était temps. Mais non, on sera sur la même liste de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Non, mais en tout cas, c'est un enjeu à la fois, oui, pour gagner les élections, mais aussi un enjeu démocratique de se dire qu'en fait, chaque voix compte, et c'est pas normal que ce soit toujours les personnes les plus âgées qui font en fait le jeu à la fin, parce que les plus jeunes ne vont pas voter, parce que les jeunes et les gens dans les classes populaires n'y vont pas non plus. Et c'est pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils n'ont rien compris, qu'ils n'ont pas conscience que leur intérêt c'est d'aller voter, c'est parce qu'ils ont vu des politiques se succéder avec des étiquettes différentes, tout en voyant que la politique menée était la même et que c'était toujours à leur détriment. Donc c'est normal qu'à la fin tu te dis entre Sarko et Hollande j'ai pas vu de différence, pourtant c'était la droite et la gauche, donc je vais pas aller me faire avoir à me déplacer une prochaine fois alors que ça ne change pas. Donc l'enjeu c'est aussi de montrer qu'il y a une vraie gauche radicale de rupture avec ce système qui ne va pas ne pas respecter ses engagements une fois au pouvoir. Et donc c'est aussi à cause des politiques que les gens ne vont plus voter, donc c'est aussi notre responsabilité de les ramener aux urnes. Si je peux juste me permettre de Louis préciser, Laridon, des jeunes socialistes. Je me suis rendu compte que j'ai peut-être fait un raisonnement un peu court, un peu rapide. Non, déjà, abattre la citadelle, pour paraphraser Jean-Luc, nous on est pour. Non, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la NUPES n'a pas suscité un sursaut de participation monstrueux chez les jeunes. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait ça n'a pas suffi, la NUPES ne peut pas suffire, ne peut pas être le seul récit. Moi, je pense que la NUPES est un outil pour permettre à la gauche de gagner. C'est ce qu'on défend, c'est pour ça qu'on a fait ensemble le programme de la gauche. Mais ça ne peut pas être le seul outil, c'est aussi ça que nous disons, c'est aussi pour ça qu'on appelle à la transformer, parce que la preuve étant que en 18 mois, on n'a pas renversé l'opinion nationale, on n'a pas grimpé de 15 points dans les sondages, et on n'est toujours pas en phase de gagner une élection présidentielle si on suit les sondages qui ne veulent pas dire grand-chose, mais quand même ça donne des dynamiques et des temporels et des choses. Donc moi, ce que je voulais dire en racontant cette anecdote sur ma classe, c'est qu'en fait, ils m'ont tous interloqué au moment des présidentielles, ils m'ont tous parlé. Il y a même ceux qui m'ont dit il faut voter au second tour, quelque chose que je leur ai, de mon avis, dit que c'était pas la bonne solution. Mais voilà, en fait, ces gens-là, ils sont pas... ils m'ont pas parlé en juin, ils m'ont pas parlé de la NUPES en fait. Et donc moi je dis que là où on a échoué aussi, c'est qu'en fait non seulement cet électorat, on n'a pas complètement réussi à le prendre, et ça doit être notre travail, ça doit être notre enjeu. Moi je suis élu à Cergy en banlieue, je peux vous dire que l'électorat, c'est ces gens-là, c'est pas cet électorat, c'est nos habitants, c'est les gens qui composent la ville, le territoire, qui vont le faire. Et s'ils votent moins, ça veut dire que demain en fait il y aura juste beaucoup moins d'électeurs en France, et c'est un danger démocratique des plus absolus, parce que c'est la confiscation par les plus riches qui eux sont conscients de l'importance de leur bulletin de vote, du pouvoir démocratique. Et donc effectivement on ne peut pas s'y résoudre
résoudre, mais ce que je dis, c'est que la NUPES est une solution, mais que penser que c'est la seule solution, ça ne va pas nous permettre de gagner en 2027, et qu'il faut aussi que, si on veut qu'elle performe mieux, qu'elle aille rechercher tous ses électeurs, elle a suscité de l'espoir en 2022, c'est incontestable, mais cet espoir, il faut le transformer en possibilité de victoire. Et c'est ça, moi, je dirais, la chose importante à faire pour ces prochaines années. Et je dirais que les européennes, oui, sont plutôt, à mon avis, on a défendu tout ça ensemble, mais voilà, je pense que les européennes ne sont pas l'alpha et l'oméga, ne sont pas la brique qui empêchera la gauche de gagner en 2027. Je pense que c'est à nous de nous assurer que ça ne soit pas cette brique et que ce ne soit pas quelque chose d'indépassable. Et ça, c'est notre responsabilité historique d'organisation de jeunesse dans nos mouvements, parce que nos aînés seront tentés de dire, allez les socialistes, vous avez fait 10%, c'est parti, pump it up, on est reparti, les verts à 9%, allez, on y va chacun de notre côté. Notre responsabilité historique, c'est de rappeler à nos aînés que oui, on fera peut-être des scores plus élevés que ce qu'on a fait au présidentiel, mais c'est important de continuer à travailler à l'unité pour 2027. Oui, là-dessus, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Louis. Ne serait-ce que parce qu'en fait, on a fait un travail qui, je pense, est hyper important et qu'on ne peut pas juste tout jeter à la poubelle. Il faut vraiment que ça reste. Là, OK, on nous a dit, écoutez, on a des divergences qui sont indépassables, on ne peut pas faire l'union, très bien. Mais du coup, nous, il faut vraiment qu'on s'assure que on va tout de suite, là, maintenant, réussir à poser le cadre de travail pour qu'on ne puisse plus nous dire la même chose en 2027. Et c'est ça aussi qui me semble assez important, c'est que là, nous, notre programme, on ne peut pas juste dire, c'est soit tout, soit rien, en fait. Maintenant qu'il est là, utilisons-le, et essayons de l'utiliser de la manière la plus intelligente possible et essayons justement de le pousser le plus loin possible. Et sur l'idée aussi de clarification de nos positions, je trouve aussi que c'est assez intéressant. Nous, c'est vrai que du coup, du côté des écologistes, il y a eu tout ce travail-là avec le lancement du nouveau mouvement, etc., pour justement peut-être réussir à plus s'ancrer dans la ruralité, réussir à parler, justement à mieux dire ce que c'est qu'être écologiste. Donc je pense qu'il y a un travail qui est fait de manière plus globale, mais du coup, nous, jeunes, il faut aussi qu'on se serve du travail qu'on a déjà fait et qu'on arrive à le pousser encore plus loin. Est-ce qu'il faut élargir le champ, déplacer le curseur un petit peu vers la droite, de la gauche? Qui veut prendre le micro? Vers la droite, sûrement pas. Si c'est vers Cazeneuve, etc., on a vu ce que ça a donné. Je pensais à Cazeneuve. Non, ils ont déjà été sanctionnés par les urnes. C'est plus du tout vers ce centre droit. Faut élargir le spectre. Oui, vers la gauche, oui, je veux bien, moi, mais vers la droite, non. Mais déjà par conviction, évidemment, mais aussi parce qu'on voit que c'est dépassé, que ça n'a rien donné, que ce sont des éléphants qui ont été sanctionnés par les urnes. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, le centre de la gauche, c'est la radicalité. Et c'est une bonne chose puisque l'urgence climatique nous impose de toute façon d'avoir un programme radical et de rupture. Et M. Cazeneuve, Mme Delga ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Et c'est pour ça que ce serait absurde d'aller ce vers quoi le président a déjà rejeté, quoi. Vers la droite, non. Vers les électeurs qui aujourd'hui ne votent pas NUPES, oui, évidemment. Parce qu'en fait, si une liste NUPES aux européennes est testée dans les sondages à 28% et que nos listes séparées sont testées à 35%, c'est qu'il y a déjà 7% des électeurs qu'il faut aller rechercher, qu'il faut aller convaincre de la radicalité de notre programme, de son applicabilité, de la responsabilité que nous aurons en gouvernement pour être des gouvernants responsables, clairs, qui appliqueront un programme de rupture, effectivement, qui changera la vie des gens. C'était pendant très longtemps le slogan du PS, changer la vie des gens, je pense que c'est important. Et donc oui à la radicalité, oui à la rupture, mais oui, il faut dépasser notre base électorale, parce qu'en fait, sinon, on ne gagnera pas. Et il faut donc nous mobiliser dès le premier tour, et passer de 28 à 35, puis à 40, et en fait, c'est comme ça qu'on gagne. Donc non, on ne peut pas rester enfermé sur la base électorale qui est la nôtre aujourd'hui, il faut l'élargir. Donc est-ce que ça sous-entend être plus de droite? Non, moi, je ne crois pas. De toute façon, la vraie radicalité, déjà, c'est de gagner les élections. Parce que c'est comme ça qu'on change la vie des gens. Et après, effectivement, il faut tenir ses promesses. Et moi, je suis complètement d'accord avec Emma là-dessus. Il faut être crédible et apparaître comme ceux qui tiendront leurs engagements. Benjamin Morel, puis après, chacun le mot de la fin, puisque je vois que l'heure tourne et que je me suis engagé à vous libérer à l'heure. Benjamin Morel. Non, rapidement, quand vous prenez les enquêtes d'opinion, il n'y a pas forcément d'appétence pour une politique plus centriste en réalité. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui de la gauche, mais une partie de la droite aussi, c'est que si vous sondez les Français sur les thématiques immigration, sécurité, il y a une opinion qui tourne plutôt vers la droite. Mais sur les sujets sociaux, elle tourne à gauche, voire très à gauche. Et donc en réalité, injecter plus de libéralisme dans un programme NUPES n'ira pas mobiliser plus d'électeurs. Ça peut arriver à manger quelques électeurs supplémentaires, mais surtout, ça en ferait perdre beaucoup plus. Encore une fois, mobilisation différentielle. Ce n'est pas un gâteau dont il s'agirait d'élargir les parts, l'électorat. C'est quelque chose, en fait, qui est beaucoup plus dynamique. Et donc, ce faisant, arriver à rentrer dans une stratégie de mobilisation, parfois, c'est mettre, avec ce qu'on peut mettre derrière de très différent, mais si ce n'est un peu plus de radicalité, au moins un peu plus de lisibilité. Et ça, pour des électeurs qui ont pu voter Emmanuel Macron, voire à droite, aller les rechercher dans une alliance plus large de la NUPES, c'est pas impossible, ça paraît quand même très improbable.
Merci Benjamin Morel. Anna, le mot de la fin. Oui, alors je pense que, en tout cas, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que la mobilisation des jeunes, elle est vraiment importante. Et du coup, j'ai vraiment envie d'inviter tous les jeunes qui sont en train de nous suivre à vraiment s'engager. Évidemment, engagez-vous dans nos différentes organisations, mais même au-delà, engagez-vous dans des syndicats, engagez-vous partout où vous pouvez le faire, parce que c'est vraiment important et que c'est vraiment comme ça aussi qu'on fait changer les choses. Donc, merci aussi pour ce moment et puis on compte sur vous. Merci aussi pour ce moment. En effet, merci pour l'invitation. Et je rejoins le propos d'Anna sur ça l'appel. Ça va pas la tête, là. Et oh. Emma Fourreau, les jeunes insoumis. Je rejoins cet appel à l'engagement permanent de toute façon, parce que sinon on va se faire écraser par le rouleau compresseur de Macron. Donc ne jamais baisser la tête, ne jamais lâcher, toujours se mobiliser. Notamment, il y a la 69 là, à Toulouse, il y a un week-end de mobilisation samedi et dimanche, qui est un projet absolument absurde, tant socialement qu'écologiquement, tous les arguments du monde, vous pouvez les mettre du côté du refus de ce projet, bref. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'unité, la radicalité, nous, on continuera à porter ce projet, notamment le programme commun qui ont fait les jeunes. On ne veut pas le jeter à la poubelle, donc il sera porté, y compris pour les européennes, avec toutes les personnes qui veulent incarner l'unité. Donc avec tous les unitaires, on ouvre les bras à n'importe qui se reconnaît dans ce projet, et notamment aux jeunes. Merci Emma Fourreau, Mathilde Herriot, Jeune Génération. Non, mais je suis d'accord avec Anna et Emma, et puis je pense que je serai d'accord avec Louis après. Donc ça montre voilà, qu'on est en tout cas sur la bonne voie. Moi, tout à l'heure je parlais des marchés. Moi, je me résigne pas non plus en tant que militante de gauche à entendre à chaque fois que je vais sur le marché en fait la droite, la gauche, on a essayé. Celle qu'on n'a pas essayé, c'est Marine Le Pen. Donc donnons-leur, aidons-les à atteindre le pouvoir. Moi, je me résigne pas à ça, et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi pour ça qu'on a fait ce programme-là. Et c'est aussi pour ça qu'on continue autant de défendre de l'Union. Effectivement, ça doit être notre priorité de changer la vie des gens. Et aujourd'hui, il faut qu'on incarne ce changement. Et moi, je me réjouis qu'en tout cas chez les jeunes, on continue à travailler ensemble. Je me réjouis qu'on ait réussi à faire ce programme de 166 propositions, parce que demain, ceux qui vont construire la future Union, ceux qui vont porter les projets politiques, c'est notre génération, et je me réjouis qu'on arrive aujourd'hui à le faire tous ensemble. Mathilde Herriot, Génération. Louis Larédon, les socialistes. Oui, effectivement, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est déjà très rassurant. Merci pour l'invitation, merci pour ce débat. Ça prouve qu'effectivement, entre engagement de jeunesse, on peut, sans s'insulter sur Twitter, quand même faire avancer les choses et puis montrer des nuances et des accords, mais montrer qu'on avance. Et moi, peut-être, si j'avais un mot de la fin, c'est effectivement aux gens du chat, même si je pense qu'ils sont quand même beaucoup, s'ils nous regardent, c'est déjà qu'ils sont intéressés, qu'ils sont curieux. C'était très nombreux ce soir. C'est qu'il faut se poser une question. La question, c'est comment est-ce que demain, ma vie, elle est meilleure qu'aujourd'hui ? Comment je résous les injustices, les inégalités ? Comment je retrouve de la sécurité, de la sérénité dans ma vie. Et la solution, elle est simple. En fait, il faut s'engager, il faut voter avec sa carte de crédit en achetant et en consommant responsable. Et il faut voter pour les partis de gauche aux élections européennes et puis pour la candidature unique de la gauche qui nous reste à construire pour 2027. Et surtout, engagez-vous, rejoignez un parti, celui dont vous vous sentez le plus proche, et faites vivre l'union de l'intérieur, faites vivre les différences de l'intérieur. Si vous vous sentez plus socialiste, venez au PS. Si vous vous sentez plus insoumis, allez à France Insoumise. Si vous êtes écolo, allez à l'écologie. Si vous êtes de cette gauche, allez à Génération. Enfin, retrouvons-nous dans nos partis, retrouvons-nous entre nous, débattons ensemble et construisons ensemble l'avenir de la gauche. Si vous êtes jeune, c'est votre responsabilité. Je suis d'accord avec des choses sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, notamment faites mieux, et c'est notre devoir de faire mieux que tous nos aînés, et ça inclut les aînés je pense, de tous les partis. Louis Larédon, les jeunes socialistes. Benjamin Morel, la synthèse. La très grosse synthèse. Non, je crois que, en effet, vous avez une NUP qui aujourd'hui bat de l'aile pour des raisons de communication, de leadership, et que les élections européennes seront probablement un vrai défi pour elle. Je crois que pour elle, il y a aujourd'hui 2 défis qui sont encore à construire. Encore une fois, j'y reviens, mais en cas de dissolution, il faut que l'accord électoral tienne. Sinon, la gauche ne pourra probablement pas l'emporter en 2027. Et deuxième élément, construire une candidature commune, c'est construire un programme, mais malheureusement, c'est également construire un leadership, et je suis le premier à le regretter, et ça, évidemment, ça passe par quelque chose de longue haleine, mais pas non plus de trop longue haleine, parce que les primaires à 6 mois d'une présidentielle, d'expérience dans beaucoup de partis politiques, la dernière fois, ça s'est vu
à la fois à droite et à gauche, ça ne produit pas ensuite de très très bonnes choses. Merci Benjamin Morel. C'est la fin de ce stream, merci de l'avoir suivi, merci à nos nombreux invités et ES de ce soir, merci aussi à Cyril à la régie qui est à ma droite, que vous ne voyez pas, mais que vous finirez peut-être par venir, que vous verrez peut-être un jour. Cyril se transportera, je pense qu'il n'a pas vraiment envie. Merci à Stéphanie au visuel, au 4e étage qui n'est pas là mais qui nous regarde probablement. Merci à Mathis à la programmation qui va nous dire ce qu'on a programmé pour lundi dans une seconde. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent les réécouter avec les oreilles, vous le retrouverez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve lundi midi à l'heure du déjeuner. Donc vous avez bien entendu lundi midi, pas lundi soir. On teste un peu la formule du midi parce qu'a priori vous aimez bien aussi le midi, puis nous aussi, c'est rigolo. Voilà, donc on verra si vous êtes au rendez-vous. Donc lundi midi pour parler de Mathis qui programme l'émission. On parle de quoi, Mathis, lundi? Oui, donc du coup, tu l'as bien rappelé, lundi, c'est pas 18h-19h, mais midi 13h. Et on va revenir un peu sur les tragiques événements la semaine dernière d'Arras et même de Bruxelles, car la France était en situation d'alerte, urgence, attentat. Donc il semblerait qu'on ait besoin en France de plus de sécurité, donc de la sécurité, oui, mais à quel prix? On en discutera avec nos invités. Ce sera lundi de midi à 13h, attention. On va parler de stress, de liberté, de risques cyber. Enfin voilà, on tournera autour de tout ça. Merci Mathis. Rendez-vous donc lundi de midi à 13h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite un excellent week-end parce que le week-end approche, c'est bientôt la fin de semaine, on est jeudi soir quand même. D'ici là, bonne soirée à toutes et tous et à lundi donc, salut.